non, je vais dire les livres, je vais recommencer avec Gérard Collin. Non, mais c'est une telle énergie à chaque fois. Voilà, j'étais prête à recommencer. Pas du tout. Les débats avec Jacques Miard. Salut fraternité, bonne année Jacques Miard. Honneur et patrie. Maire LR de Maisons-Laffitte. Heureuse de vous retrouver, Arnaud Benedetti. Bonjour, bonne année à vous également. Merci. Professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Et votre dernier livre, Comment sont morts les politiques, le grand malaise du pouvoir, est paru aux éditions du CERF. Noémie Alioua, bonjour. Vous êtes essayiste et journaliste pour I24 News. Bonjour à vous. Et Alex Darmon, journaliste politique, youtubeur, votre chaîne Les Indécis. Ça va Valérie? Bonne année à vous. Valérie Pécresse ressort le Karcher, on en a un petit peu parlé hier, mais on va en reparler aujourd'hui. Rentrée scolaire, c'est le grand bazar dans les écoles, pour ne pas dire le bordel. Il n'y a pas d'autres mots. Je suis sidérée devant les pharmacies de voir tous ces parents avec des enfants qui attendent pour se faire tester tous les matins. J'ai une blague sur Twitter, je ne sais pas si elle se fait, mais c'est une femme qui disait c'est drôle parce que quand je passe devant les pharmacies, on dirait que je passe devant la CAF. Oui, avec des queues à n'en plus finir. C'est un peu ça. Et puis Éric Zemmour aura-t-il ses signatures, un scandale démocratique? Il relance un appel au maire de France. Commençons avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Jacques Miard, c'est à vous de commencer. À vous écoutez, je vais commencer, mais je ne vous vois pas. Je ne sais pas ce qui se passe avec la vidéo. Oui, écoutez, on va essayer. Nous, on vous entend très bien. Donc voilà. Voilà, tout arrive. Tout arrive, voilà. Vous êtes plus fort que l'organisateur, et comme ce n'est pas vous, feignons d'en être. Bon, en ce qui concerne mon coup de cœur, pour une fois, qui est en réalité aussi en interface avec un coup de gueule, c'est l'anglais et la protestation de l'Académie française sur les cartes d'identité. Tout le monde est absolument... Pourquoi l'anglais? Certes, l'anglais est une très grande langue internationale, personne ne va le nier, et je prétends parler l'anglais pratiquement couramment. Cela étant, c'est une faute en termes de géostratégique de jouer le français et l'anglais. L'Union européenne est faite de beaucoup d'autres langues. D'ailleurs, la langue qui est la plus parlée en Europe, c'est l'allemand. Il faut quand même le savoir. Et donc, c'est une erreur que de jouer français-anglais, parce que si vous jouez français-anglais, vous serez évincé. Cela est tout à fait clair. Et donc, je crois que de ce côté-là, le gouvernement fait une faute. Certes, l'anglais est une langue bien parlée dans le monde, mais en réalité, surtout, et je m'adresse aux parents, il est tout à fait légitime que vos enfants étudient l'anglais, mais il faut qu'ils étudient une autre langue rare. Si vous êtes ingénieur et maîtrisez le chinois, là, vous avez des chances. Si vous êtes ingénieur et maîtrisez l'arabe, là, vous avez des chances à l'international. Donc, cette espèce de manie du globish est une faute géostratégique et surtout à un moment où, il faut le savoir également, l'anglais est martyrisé, le français, est contesté à Bruxelles. Donc, il y a un moment, il faut savoir défendre ses intérêts. Oui, et avec cette mascarade qui est la journée de la langue française chaque année, où tout le monde se félicite, alors qu'on ne fait pas beaucoup d'efforts. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je vois des reportages sur le Québec et que j'entends les mots qu'ils trouvent à chaque fois pour remplacer, ils ont des mots pour tous les mots anglais en français. Comment voulez-vous défendre la francophonie lorsque vous avez un président de la République qui annonce l'anglish à longueur de temps? Ça ne peut pas marcher. Et dans le même temps, il dit aux Africains, défendez la langue française. Franchement, lorsqu'on est président de la République, on parle le français et ça évite ensuite un certain nombre de pièges et à se planter comme il s'est planté une fois en Nouvelle-Zélande avec la femme du Premier ministre qui était délicieuse, c'est-à-dire prête à être mangée. Donc, il est évident que c'est une politique d'imbécile, une politique d'oxymore. Voilà. Donc, alors, je pourrais aussi ajouter un autre truc qui est aussi un coup de naïveté française que j'avais déjà dénoncé. Ça, c'est un coup de gueule. C'est l'histoire des conformités et de la lutte contre la corruption qui sert aux Américains à espionner nos entreprises. Mais on pourra en parler une autre fois. Oui, c'est un autre débat. Arnaud Benedetti, c'est un coup de gueule. Oui, c'est un coup de gueule. Alors, je crois que c'est Laurent Fabius qui a donné une interview, ou en tout cas des déclarations que j'ai
rapporté par le Point qui s'inquiète finalement de la remise en question de l'état de droit. Alors, on aurait pu penser qu'il s'inquiétait de la remise en question de l'état de droit en France, mais pas du tout. En fait, il s'inquiète de la remise en question de l'état de droit par un certain nombre de pays en Europe, membres de l'Union européenne. Il vise implicitement la Hongrie ou la Pologne qui privilégient finalement leur ordre juridique national sur l'ordre juridique européen, en l'occurrence. Et on voit bien que derrière cela, il s'en prend un certain nombre de candidats potentiels susceptibles, évidemment, de considérer que l'ordre national est supérieur à l'ordre européen. Je trouve que ces déclarations sont très étonnantes venant d'un président d'une instance qui, quand même, a, depuis maintenant plusieurs mois, servi de chambre d'enregistrement à un certain nombre de dispositifs d'exception qui ont été validés au nom d'une casuistique juridique qui est tout à fait discutable en la matière. Non seulement, je veux dire, sur le plan des principes, je trouve que la déclaration de Laurent Fabius est extrêmement contestable, mais qui plus est, le timing ne me paraît pas, disons, le mieux choisi. Donc c'est un peu quand même quelque part l'hôpital qui se moque de la charité, cette déclaration de Laurent Fabius, et on eût aimé que le Conseil constitutionnel parfois soit peut-être un peu plus vigilant sur la protection d'un certain nombre de libertés publiques qui sont quand même, qu'on le veuille ou non, mises à mal, et qui sont mises à mal dans la durée. Parce que juste un petit point, une petite incise, une dernière incise, c'est que lors de la discussion sur le pass vaccinal à l'Assemblée nationale cette semaine, je crois qu'il y a eu un amendement qui a été proposé, je ne sais plus par quel groupe, qui demandait finalement que le pass vaccinal soit limité dans le temps. Le Premier ministre s'y est opposé. Ça veut dire quand même que tous ceux qui considèrent depuis maintenant des mois que les mesures qui sont prises dans ce pays sont des mesures qui vont s'inscrire dans la durée de l'ordre juridique et qui sont considérés soit comme des complotistes, soit comme des populistes, finalement, ont lancé une alerte qui est vérifiée, qui se vérifie dans les faits. Voilà ce que je voulais dire. Il a parfaitement raison. Oui, Jacques Miard. Oui, non, parce que ça, c'est très grave. En réalité, on veut surtout essayer de faire à croire que le droit européen, qui est un droit dérivé, que les traités, serait supérieur à notre Constitution, parce que tout ça est là derrière. Et donc, c'est une faute. Je rappelle que l'Union européenne est une organisation internationale, que son droit est soumis et que c'est les États qui l'ont créé, et que l'État ont la compétence de la compétence, c'est pas l'Union européenne qui n'a que des compétences d'attribution, comme l'a dit la Cour constitutionnelle de Karlsruhe. Donc tout ça est lié. Et effectivement, aujourd'hui, on a des dérives. J'ajoute une chose, c'est que dans la décision du Conseil constitutionnel qui a validé le pass sanitaire, ils ont insisté à longueur de temps sur le fait qu'il était limité au 15 novembre. Complètement. Absolument. Voilà. Et donc, on voit bien qu'il y a une dérive et que lorsque les bornes sont dépassées, il n'y a plus de limite. Et ça, c'est extrêmement grave. Donc, Fabius n'a pas de leçon à donner à ces États qui défendent leur souveraineté nationale, surtout parce que juridiquement, ils ont raison. Maintenant, on peut critiquer certains aspects de leur constitution, de leur législation, c'est autre chose. Mais on ne peut pas hurler avec les loups de cette manière, c'est parfaitement incongru, surtout de la part de M. Fabius, qui de ce côté-là a manipulé aussi un certain nombre de choses, y compris au Conseil constitutionnel. On va marquer une pause et on se retrouve dans un petit instant pour continuer à débattre sur Sud Radio. À tout de suite. Les débats avec Jacques Miard, maire LR de Maison Lafitte, Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, et votre dernier livre à lire, évidemment, s'appelle « Comment sont morts les politiques, le grand malaise du pouvoir » aux éditions du CERF. Noémie Alioua, vous êtes essayiste et journaliste pour I24 News, et Alex Zarmon, journaliste politique, et vous dirigez la chaîne YouTube Les Indécis. On va revenir sur le Karcher de Valérie Pécresse. On va peut-être parler de l'aspect politique, c'est-à-dire qu'elle n'est pas tombée dans le piège, entre guillemets, d'Emmanuel Macron. Elle a tout de suite décidé de changer de sujet, de ne pas partir sur le Covid. On va en reparler. Rentrée scolaire, le grand bazar dans toutes les écoles. Et puis Éric Zemmour
aura-t-il ses signatures? Et quand on regarde les sondages, il est aussi là dans une sorte de plat. Donc à suivre. On continue avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Noémie Alioua, c'est un coup de gueule? Oui, un petit coup de gueule. Je ne sais pas si vous continuez à suivre un petit peu, parce que c'est vrai que c'est extrêmement long, mais c'est le procès des accusés pour les attentats du 13 novembre qui se poursuit depuis septembre. Alors il y a eu quelques arrêts ces dernières semaines parce que Salah Abdeslam a été testé positif au Covid-19. Mais alors hier, on a encore eu une information, mais il y a un petit peu de burlesque dans tout ça. C'est-à-dire qu'hier, vous avez un accusé qui n'a pas voulu comparaître. Alors là, le niveau d'insolence, moi, toujours me surprend de ces accusés qui en l'occurrence, c'est en plus un homme qui faisait partie d'une unité d'élite de Daesh, qui est soupçonné d'avoir participé à des assassinats filmés. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce pilote jordanien qui avait été assassiné, brûlé vif. Ces images avaient fait le tour du monde. Eh bien, l'une des personnes qui faisait partie de cette unité d'élite de Daesh en Syrie, qui avait tué ce pilote jordanien, c'était ce fameux Osama Krayem. Pourquoi on parle de lui? Il a 29 ans. Eh bien, hier, il n'a pas voulu comparaître devant la cour, et donc son avocate a lu une lettre pour expliquer eh bien, que selon lui, ce procès était, je cite, une illusion, que ça ne servirait à rien de s'exprimer, et donc monsieur voulait rester dans sa cellule. Et alors là, moi, je suis toujours vraiment estomaquée de voir la façon dont se comportent les accusés. Salah Abdeslam, je vous en parle même pas. Comment il s'adresse au président de la cour d'assises, c'est vraiment effrayant. Et donc hier, monsieur n'a pas voulu lever son auguste fessier de sa cellule, et il a fallu que le président de la cour d'assises finalement fasse appel au chef d'escorte pour qu'il retourne le chercher dans sa cellule. On a l'impression vraiment de petits enfants de 10 ans. Et donc ils ont dû suspendre l'audition pour qu'ils aillent le chercher, l'audience, pardon, et qu'ils reviennent. Et donc, ils ont pu continuer. Mais enfin, ensuite, il y a eu 1h45 de débat pour savoir si Salah Abdeslam était apte ou non à comparaître. Selon un expert et une expertise, le Covid-19 ne l'avait pas tant atteint que ça. Il pouvait parfaitement se présenter, il pouvait parfaitement reprendre le procès, mais son avocate a demandé une contre-expertise. Donc finalement, ils ont repoussé la prochaine audience à mardi prochain. Et donc vous avez des accusés qui font tout pour, mais emmerder le procès. Enfin, maintenant que le président de la République a utilisé ce terme, je pense que voilà, je peux aussi l'utiliser. Vous avez là des accusés qui font tout pour nuire à ce procès, et on a l'impression vraiment, alors vous parliez de l'état de droit, monsieur Benedetti, mais on a l'impression que l'état de droit n'est pas adapté à ces types-là qui, après tout ça, ne trouvent même pas une dignité pour reconnaître un petit peu le mal qu'ils ont pu provoquer. Après tous ces témoignages terribles, non, on a toujours là affaire à des enfants de 3 ans qui ne veulent pas se présenter, qui ennuient tout le monde. Et moi, ça me fait halluciner. Ils sont dans leur logique. Puis il y a eu aussi ce cafouillage autour, vous l'avez rappelé, d'Abdeslam, dont on a obtenu les tests, le résultat des tests une semaine après. Il y a des symptômes, on ne sait pas trop. Et son avocate a demandé une contre-expertise, donc on va devoir attendre maintenant une contre-expertise, mais on marche sur la tête. Olivier nous dit les islamistes n'ont aucun respect pour les institutions, ils n'ont pas tort car ils sont soutenus par la gauche. CF, la lettre de Juan Branco à Abdeslam. Mais c'est vrai qu'ils font un peu... Valérie, je crois qu'il faut regarder les choses en face. L'état de droit sert davantage à ces assassins qu'il ne sert à rendre la justice. Pardon d'être brutal. Parce que Noémie vient de parler de dignité, qui n'ont pas de dignité, mais ils sont contre-fous de leur dignité. Absolument. Ils sont dans un mouvement où ils vont aller jusqu'au bout, ils vont être condamnés à la réclusion perpétuelle, alors que s'il y avait la peine de mort, l'affaire devrait être tranchée, si je peux me permettre cette expression osée. Donc il est évident qu'il ne faut pas juger ça au regard de nos standards. Ils sont dans un jusqu'à-boutisme total et ils sont sur une autre planète parce qu'ils ont une vision du monde qui n'est absolument pas la nôtre. C'est aussi simple que ça. Dans ce cas-là, l'état de droit n'est pas adapté et il faut absolument réformer le système judiciaire pour ces types-là, pour le terrorisme. À tous les bien-pensants et à tous les salonnards français pour dire on les juge parce que c'est notre dignité de les juger et de respecter les droits de la défense. Mais en l'occurrence, on voit bien que de toute façon... Ce procès, quelque part, est anachronique, si je peux me permettre cette expression, mais il est dans la logique même de ce que nous sommes.
Voilà, c'est tout. Ouais. On va dire un mot, enfin plus, oui, de ce 7 janvier aujourd'hui qui marque l'anniversaire. Si on peut dire l'anniversaire de, c'est pas le mot anniversaire. La commémoration, oui, de l'assassinat des dessinateurs de Charlie Hebdo. On va en dire un mot dans un instant. Alors, on vous a pas entendu, Alex Darmon. Je rappelle que vous avez une interview de Marlène Schiappa qui va être diffusée sur votre chaîne Les Indécis dimanche. Franchement, écoutez-la parce qu'elle dit des choses assez intéressantes. Ah bon, sur quoi vraiment, faites-nous un petit teasing. Mais elle parle de sa rencontre avec, justement, on en parlait, le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. Le fait qu'il s'appréciait pas forcément au départ et que ça a évolué au fil du temps. Elle revient sur aussi le fait qu'elle a reçu des influenceuses et qu'elle voit pas le problème. Mais bon, c'est assez intéressant sur ses justifications. Voilà, il y a des choses intéressantes. Voilà, ça fait, c'est sur votre chaîne Les Indécis. Alors votre coup de cœur, faut que vous m'expliquiez, c'est l'application Élise. Je ne sais pas ce que c'est. Élysée. Alors c'est exceptionnel cette application. Franchement, c'est 4 jeunes qui ont sorti ça, des youtubeurs d'ailleurs, politiques aussi que je connais. Et en gros, c'est le Tinder de l'élection présidentielle. C'est-à-dire, c'est exceptionnel. Franchement, honnêtement, vous créez un profil avec quelques petites informations. Vous rentrez, vous créez votre profil comme sur toutes les applications de rencontre. Et après, vous avez des propositions qui s'affichent à vous et que vous swipez, que vous likez ou que vous délikez en fait. Et en fait, avec toutes ces... Mais ça vous propose qui ? Des candidats ? Oui, non. Ça vous propose des points de programme. Des propositions de programme. Juste n'importe quoi, fermer les frontières, arrêter l'euro, des choses comme ça. Mais le résultat, c'est quoi ? Et le résultat, en fait, c'est que ça vous donne un top 3 des candidats pour lesquels vous devez voter. Voilà. Et franchement, c'est hyper bien fait. C'est un carton, d'ailleurs. Quand on dit que les Français, que les jeunes se désintéressent de la politique, ça a dépassé, dites-vous bien, hier, en nombre de téléchargements WhatsApp, Instagram, tous anti-Covid. C'était la première application téléchargée dans la journée d'hier, sur la journée d'hier. Et honnêtement, c'est hyper bien fait et ça marche. Je vous le dis, ça marche. Vous avez entendu parler Non, je découvre, c'est intéressant en effet. Non, mais moi je pense que les jeunes ne se désintéressent pas de la politique, c'est qu'ils consomment la politique comme un spectacle. C'est bien le problème d'ailleurs. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'ils vont aller voter, ça ne veut pas dire qu'ils vont se mobiliser lors de l'élection présidentielle, parce que quand on regarde les sondages, en effet, on a plutôt, je veux dire, un taux d'abstention qui chez les jeunes est extrêmement important, notamment chez les 18-24 ans. De tout temps, ça. Oui, de tout temps. Mais enfin, ça c'est quand même considérablement ossifié depuis quelques temps. Donc ils ont un intérêt pour la politique, ils regardent ça avec une forme d'ironie qui d'ailleurs peut parfois se comprendre d'une certaine manière, compte tenu du spectacle que donnent parfois un certain nombre de femmes et d'hommes politiques, pas tous, mais un certain nombre. Mais après, ça dit quand même quelque chose sur... je ne veux pas revenir sur le thème de mon livre, mais en l'occurrence, j'en profite, c'est que finalement la politique, qui était une chose grave, importante, essentielle, matricielle dans l'organisation de la société et de la vie en commun, est perçue comme finalement une forme de divertissement comme une autre. Et d'ailleurs, je n'en veux que pour preuve, c'est qu'aujourd'hui, les femmes et les hommes politiques vont dans les émissions de divertissement pour communiquer politiquement. Quand on va chez Hanouna, d'une certaine manière, malgré tout, même si on ne le fait pas consciemment, mais inconsciemment, on désacralise d'une certaine manière cette fonction de la politique. Donc, la société du spectacle a profondément gagné la politique, et les jeunes, ils voient la politique comme un élément de ce vaste spectacle aussi. Là, je m'inscris en faux, parce que honnêtement, sur cette application, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on ne parle pas des candidats, justement. Non, mais je parle pas de l'application, je suis désolé. Moi, j'entends ce que vous dites et que vous avez raison sur le fait, même si moi je considère qu'il faut pouvoir rapprocher les jeunes d'une façon ou d'une autre, ce qu'avait fait le président de la République avec McFly et Carlito, ou ce que font les candidats, même s'il n'y a pas vraiment que du bon, je suis complètement d'accord avec vous, quand ils vont chez Hanouna. Maintenant, sur cette application, ce qui est intéressant, c'est que pour une fois, on leur parle pas des candidats, on leur parle pas d'une petite phrase, on leur parle de programmes et de propositions. Vraiment, je vous engage à aller voir, c'est hyper bien fait. Il y a un travail monstrueux qui a été fait par ces quatre types là. D'ailleurs, c'est Valran du Crayon et Gaspard G avec sa chaîne, et c'est exceptionnel, sincèrement. Ça s'écrit E-L-I-Z-E, c'est ça. Exactement. Et donc on peut E-L-Y-Z-E. E-L-Y-Z-E. Oui, pardon, j'ai dit. Oui, Jacques Miard. Oui, Valérie, je reviens un peu sur ce que vient de dire Arnaud et ce que vient de dire notre ami Alex. En réalité, ce qui est aujourd'hui malade, c'est la démocratie. Ce n'est pas la politique en tant que telle. Évidemment. Et je l'ai déjà écrit, c'est qu'en réalité, il y a trop d'élections. On pourrait en supprimer au moins les 2/3. Et ensuite, il faut revenir à des fondamentaux. Et donc, les jeunes ne sont pas malades de la politique. Simplement, ils la vivent à travers ce qui se passe aujourd'hui. Et les contradictions.
l'incohérence, je dirais, de certains politiques. C'est ça qu'ils critiquent. Oui. C'est ça où ils ne se retrouvent pas et qui disent nous, on veut quand même croûter, on veut quand même travailler, etc. Et donc, tant qu'on n'a pas de projet politique cohérent avec un nombre limité d'élections et pas cette pléthore d'élections, ça ne peut pas marcher. Donc, c'est aussi simple que ça. Et donc, il y a un désintérêt sur le système actuel, mais ça ne veut pas dire que ce soit un désintérêt profond en termes d'intérêt politique. Pas du tout. La politique, c'est la vie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On n'en changera pas. Oui. Oui, je me pose la question, est-ce que le désintérêt des jeunes pour la politique s'explique pas aussi peut-être par quelque chose de beaucoup plus profond, c'est-à-dire le développement de l'individualisme ? Et la politique, ça reste un projet collectif, et on a l'impression finalement que puisque chacun se retranche dans son propre précaré, chacun se dit, écoute, moi, la question des agriculteurs, ça ne m'intéresse pas puisque ce n'est pas ma vie au quotidien, telle question-là ne m'intéresse pas, et donc il n'y a plus aussi d'engagement, parce que justement les partis politiques, la vie politique telle qu'on l'a toujours connue jusqu'ici, même si elle est en train justement de changer un petit peu avec des hommes qui portent beaucoup plus leurs idées que des partis. La politique s'organise, mais enfin vers une société de plus en plus individualiste. Et bien forcément, on a un désintérêt aussi de la politique, en tout cas telle qu'on la connaît. Oui, parce que c'est le modèle de société, c'est un modèle de consommation essentiellement. Donc finalement, à partir du moment où la consommation devient l'alpha et l'oméga du sens que l'on donne à sa vie, c'est bien évidemment l'individualisme qui l'emporte sur toute valeur collective. Ça, je suis tout à fait d'accord, moi. Allez, on marque une pause, on se retrouve dans un petit instant. On va parler de cette journée quand même du 7 janvier. Souvenez-vous, le 7 janvier 2015, hier, un hommage a été rendu place du colonel Fabien. Ça a créé une polémique, mais on va y revenir. Puis on va parler évidemment des écoles et du Covid. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité. Alors Jacques Mier, j'ai un petit cadeau pour vous qui aimez la langue française. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité au Québec, où il y a une bande d'influenceurs qui a fait la fête à bord d'un avion. Bref, ils sont bloqués au Mexique. Alors le Premier ministre québécois n'est absolument pas content. Justin Trudeau, écoutez ce qu'il a dit en parlant de ces influenceurs. Quand il y a une gang de sans-dessin qui décide de partir comme des ostragos en vacances, c'est extrêmement frustrant, c'est démoralisant. Et je peux vous dire que Transport Canada et le gouvernement du Canada prend ça très au sérieux. On va faire des suivis sur comment ça s'est passé. Ostrogo, il a dit le Premier ministre québécois. Vous vous rendez compte ? C'est très mignon. C'est un homme qui ignore les bienséances et la politesse. Voilà. Il vaut mieux s'engueuler en français qu'en anglais. Voilà. Bon, et sans dessin, c'est une expression vraiment québécoise. Ça, je vous le confirme. Je voulais qu'on ait une pensée pour ceux qui sont morts le 7 janvier 2015, les dessinateurs de Charlie Hebdo, ceux qui étaient avec eux également en ce jour terrible. Hier, le PCF a organisé un hommage à Charlie et il y a eu des protestations. Il y a une polémique qui est née de cet hommage parce qu'il y a des gens du printemps républicain qui étaient là, comme Amin El-Khatmi, et donc ça a été reproché au PCF d'avoir organisé, alors que Charb était un compagnon du PCF. On rappelle que Jean-Luc Mélenchon avait prononcé l'éloge funèbre de Charb, et c'est vrai que je trouve dommage qu'on se déchire sur ce genre de choses alors que... C'est sidérant. C'est sidérant, oui. C'est sidérant. Ça prouve juste que, honnêtement, l'état de la société est fracturé, quoi. Honnêtement, que rien n'a changé depuis les attentats. Et même pire. Moi, je trouve que ça c'est même pire. C'est même pire. On en est là, c'est-à-dire que la gauche, une certaine partie de la gauche, ne veut pas que des laïcs. De la gauche, on est dans cette histoire des deux gauches irréconciliables, avec la gauche plutôt laïque, la gauche plutôt indigéniste, avec une partie de la gauche aussi qui a muté, parce que Jean-Luc Mélenchon, il y a 10 ans, il y a 20 ans, quand il était proche de Charb, n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Non, enfin, il y a même 7 ans, enfin 6 ans. Il a complètement changé. Donc
qui revendique l'héritage de Charb, à mon avis, c'est plutôt le Printemps républicain que le PCF aujourd'hui. Hein. Oui, ça, je suis pas d'accord, parce que franchement, honnêtement, quand vous écoutez Fabien Roussel, le candidat à l'élection présidentielle, bah oui, mais c'est le candidat à l'élection présidentielle du Parti communiste français. Honnêtement, il est très pondéré et il se rapproche. D'ailleurs, c'est pour ça, à mon avis, qu'il y avait les gens du Printemps républicain hier à l'hommage qu'il a organisé. Il se rapproche des positions du Printemps républicain. Oui. Donc, je pense que voilà, comme tu l'as très bien dit, il y a une fracture entre les deux gauches. Malheureusement, il y a même une fracture à l'intérieur de certaines gauches, je pense. Voilà. Ouais. Marie Cabrette, qui est donc celle qui défend la mémoire de Charb, tweetait ce matin, 7 ans plus tard, les lèches-mollahs veulent toujours imposer le programme politique #islamisme, soutenu par des cyniques menteurs et benets utiles qui regardent ailleurs, décidément en colère, assurément debout, avec un dessin de Charb, avec la fossile et le marteau, et un cœur. Mais c'est vrai que c'est absolument lamentable. La situation s'est dégradée par rapport à 2015, clairement. Parce que la réalité, c'est qu'au moment des attentats de Charlie, il y a eu quand même, il faut être clair, une unanimité dans la société pour faire front face à cette menace. Aujourd'hui, on voit que ça s'est considérablement fissuré. Alors ça s'est fissuré sur la gauche, mais c'est quand même une défaite pour une partie de la gauche, mais même pour la société française, d'une certaine façon. Parce que finalement, un certain nombre de personnes en arrivent à douter du bien fondé de nos combats, de nos propres combats. Parce que c'est ça quand même. Ce que ça traduit la victoire des islamistes qui réussissent à faire douter des gens qui sont quand même plutôt, en principe, vertébrés intellectuellement, pour un certain nombre d'entre eux, sur les bien fondés et les principes qui sont les nôtres. Donc je crois que c'est une étrange défaite, comme aurait dit Marc Bloch, à laquelle nous assistons, et une étrange défaite qui touche au cœur, en effet, de la gauche, parce qu'il y a plusieurs gauches qui sont irréconciliables, il n'y en a pas qu'une en l'occurrence, mais la gauche porte une part de responsabilité aussi. Parce que la gauche dans son ensemble, parce que bon, la gauche a mis du temps à s'apercevoir de la réalité de la situation à laquelle nous étions confrontés. Donc bon, c'est tant mieux aujourd'hui si un certain nombre de personnalités à gauche sont en train de faire leur chemin de Damas et leur rédemption. Il faut s'en féliciter et il faut bien évidemment être avec eux. Mais il porte aussi, il y a la gauche de manière collective qui porte aussi une part de responsabilité dans ce que nous traversons aussi, malheureusement. Hommage à Charlie, nous dit un auditeur, malheureusement rien n'a changé, c'est même pire à gauche, il suffit de lire les messages audio que reçoivent Mila et Juliette Briens dans le silence de la gauche et des bien-pensants. Mais j'entends ce que tout le monde dit, que la gauche a failli, oui bien sûr, mais enfin bon, c'est quoi la gauche aujourd'hui aussi? C'était quoi la gauche en 2015, en 2017? Faut pas oublier que des gens comme Manuel Valls, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, ont quand même proposé des choses radicales comme la déchéance de nationalité, on leur est rentré dedans. Voilà, donc la gauche, en fait, on sait même plus ce que c'est aujourd'hui, donc c'est pas la gauche qui a failli, c'est une certaine partie de la gauche qui a failli. Et ça, il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas oublier de le dire. Alors, Jacques Millard. Alex, je voudrais juste te dire que la déchéance de nationalité est du droit positif français. Ce sont les articles du Code civil et du Code pénal. Donc, il ne faut pas réinventer le fil à couper le beurre. Ça, c'est le premier point. Et on aurait dû le faire. Parce que quand vous avez des individus qui s'engagent dans une organisation internationale pour combattre la France, ils auraient dû être déchus de leur nationalité par décret en Conseil d'État. Donc ça, il faut regarder les choses telles qu'elles sont et cesser de dire que c'était scandaleux. Je l'ai dit d'ailleurs à la tribune au Premier ministre, mais visiblement, ils n'ont pas eu le courage d'aller au bout. Et c'est un problème de courage politique. Deuxièmement, tout ce que vous venez de dire, j'y souscris, parce qu'effectivement, il y a une soumission culturelle. On s'habitue à tout, disait un critique musical, même à la sirène de l'Arsenal. Et là, aujourd'hui, on s'est habitué à avoir des gens qui vous crachent à la gueule. Donc c'est inadmissible et il faut réagir. Étonnez-vous pas que vous avez des gens qui ensuite vont porter d'une manière radicale le combat contre ces individus. Eh bien, on peut comprendre et je les comprends. Moi, je suis toujours pas impressionnée, mais en tout cas estomaquée et surprise par cette mutation de la gauche dans l'histoire. C'est-à-dire que la gauche, c'était la révolution, c'était on est contre Dieu, on est contre la religion, et donc ce retournement-là me fascine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des gens de gauche ancrés qui vont défendre le voile, qui vont défendre les religions, notamment l'islam. Et alors ça, c'est toujours très surprenant, je trouve. C'est-à-dire qu'il y a eu un renversement comme ça des idéaux, et c'est surprenant. Mais c'est l'héritage anticolonialiste, ça, qui explique vraisemblablement cette mutation de la gauche. La gauche, elle était historiquement, bon, évidemment, elle était, très en distance par rapport au phénomène religieux, mais il y avait quand même deux éléments qui étaient fondateurs de la gauche. C'était la nation.
parce que là, c'est la Révolution française qui invente la nation, et puis c'était le social. Mais la gauche a oublié la nation, au nom d'une forme, j'allais dire, de mondialisme culturel, et puis évidemment la question sociale, ça fait longtemps aussi qu'elle l'a oublié, donc en oubliant ces deux fondamentaux, la gauche, elle dérive de la question des minorités, de l'immigration. Elle fait des minorités, finalement, son fond de commerce. Ils ont courtisé les minorités et les migrants qui ont remplacé la classe ouvrière. Et donc c'est une faute stratégique. Je vous recommande la lecture de Jean Daniel, un livre prodigieux qui lui a fait 500 pages, où effectivement Jean Daniel, juif d'Algérie, dit la nation, c'est la nation française. Et il la défend, je dirais, bec et ongle, y compris dans la langue française. Donc, je tiens à le dire, c'est un ouvrage qu'il faut lire. Je l'ai lu et que je découvre, c'est un homme de gauche, et il a véritablement au cœur chevillé la nation comme étant, je dirais, l'expression française de la démocratie. Oui. Alors, je vais rappeler les noms de ceux qui sont morts le 7 janvier 2015. Cabu, Tinius, Elsa Kayat, Charb, Bernard Maris, Philippe Honoré, Mustapha Ouzrad, Michel Renaud, Georges Wolinski, Frédéric Boisseau, Franck Brinsolaro et Ahmed Merabet, voilà, tous ceux qui sont tombés sous les balles des terroristes islamistes. C'était le 7 janvier 2015 et c'était à peu près à cette heure-ci, exactement. Presque. On a presque tous un souvenir d'ailleurs. Je me souviens exactement où on était et c'était aux alentours de 11h et on n'y croyait pas. On recevait les pushs sur le téléphone, moi je me rappelle, et en fait on était dans une sorte d'espace-temps irréel. On recevait les pushs, je me disais mais c'est pas possible, c'est pas possible, non, c'est pas possible. Et 1 an ou 2 ans avant, il y avait eu toute une polémique. Ils avaient incendié leurs locaux, on s'en rappelle. Et il y avait eu, je me rappelle, Edoui Plenel qui disait qu'il fallait comprendre la douleur des musulmans qui s'étaient sentis humiliés par les unes de Charlie Hebdo, etc. Donc la société avait été déjà déchirée sur la question 1 an plus tôt, et on voyait les conséquences de tous les lâches qui n'avaient pas soutenu ces dessinateurs, ces êtres épris de liberté. Et là, on avait la conséquence directe, c'est-à-dire le meurtre, l'assassinat. Et puisqu'on est vendredi, Valérie, puisqu'on est vendredi, 2 jours après, c'était un vendredi aussi, il y avait eu l'hypercachère. Absolument. C'était vraiment même période, et c'était 3 jours où la France avait vraiment flippé, comme disait. Il ne faut pas oublier. Voilà. Fatia, juste une anecdote personnelle. Charb, je l'ai rencontré avant, bien sûr, sur un plateau de télévision. Chez moi. M'avait caricaturé. Chez moi, sur LCI. Sur LCI, je me souviens bien, m'avait caricaturé. Et je garde pieusement ce dessin, parce que c'est pour moi un témoignage de l'insolence justement du dessinateur, c'est-à-dire du Gaulois réfractaire. Mais Charb, qui est venu pendant nombreuses années sur LCI dans mon émission le matin, s'entendait très bien, discutait, débattait avec des gens comme Yvan Rioufol, avec des gens qui n'étaient pas du même bord que lui, et il était d'une ouverture d'esprit absolument totale. Fatia Agag Boudjelad résume un petit peu, elle dit: l'esprit Charlie, c'est l'irrévérence contre les institutions politiques ou religieuses. Être Charlie, c'est refuser la violence, la censure et l'autocensure contre ce que la loi n'interdit pas. On peut ne pas partager le premier, on ne peut pas ne pas partager le second. Voilà, je trouve que ça résume assez bien. Et puis, pour compléter ce que vous disiez, Alex, il y a aussi eu Clarissa Jean-Philippe, la policière, qui a été assassinée également à Montrouge. Allez, on marque une pause et on se retrouve dans un instant pour revenir à des choses beaucoup plus terre à terre. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi. Alors quel bazar à l'école, quel bazar. On vient d'apprendre d'ailleurs que le syndicat d'enseignants SNUIP FSU appelle à la grève nationale le 13 janvier pour une école sécurisée sous Omicron. Ça semble un peu tomber sous le sens vu l'amateurisme tout de même des mesures qui ont été mises en place et des demandes totalement invraisemblables du tester un enfant quand un enfant est positif, revenir avec 2 tests, etc., etc. Je peux même pas vous donner le protocole. Réaliser un test PCR ou antigénique, puis un autotest à J+2+,
plus 4 pourraient autoriser à assister aux cours en présentiel. Ça a changé aujourd'hui, mais visiblement les enseignants, moi je vois des amis autour de moi qui ont des enfants jeunes où les classes ferment, où il n'y a plus de profs, où les enfants sont malades. Finalement, est-ce que Valérie Pécresse n'avait pas raison? Est-ce qu'il ne fallait pas mieux fermer une semaine, attendre que les choses se calment un peu? En tout cas, il y a quand même un problème. Oui, alors moi vous le savez, en plus, j'ai toujours pris la défense du fait qu'on laissait ouvertes les écoles, que c'était important et tout. Mais là, honnêtement, ils se sont plantés. Enfin, il faut quand même l'avouer. Puis les enfants, c'est terrible. On voit les files d'attente devant les pharmacies quand vous vous baladez. Devoir tester 4 fois les enfants dans la semaine. Alors j'exagère, mais pas loin. Tous les matins, les enfants avant d'aller à l'école. Oui, c'est un vrai plantage. Franchement, c'est un vrai plantage. Il aurait peut-être fallu laisser les écoles fermées 1-2 semaines après la rentrée des classes, comme d'autres pays ont fait avant les congés, ont avancé des congés des vacances de Noël. Maintenant, on aurait peut-être dû faire ça au retour des vacances. Voilà. Ouais. Et là, on est en train de le payer. Clairement, on est en train de le payer parce qu'en plus, en même temps, les enfants n'étudient pas parce que c'est tellement de bazar. Et la pagaille, qu'on ne sait pas où on en est, qu'on ne sait pas comment enseigner. Les profs vont se mettre en grève, mais ça va durer des semaines, cette histoire. Vraiment des semaines. Et tout le monde va être dressé les uns contre les autres en plus. Alors moi, je comprends que les parents aient envie que les enfants aillent à l'école. Parce qu'après, s'ils ne vont pas à l'école, il faut les garder. Ça, c'est certain. Mais par contre, ça va être encore pire dans les semaines qui viennent, dans les jours qui viennent. Jacques Miard, ça se passe comment dans vos écoles? Écoutez, on a malheureusement des classes fermées. Et ce que vous venez de dénoncer, ce sont des incertitudes multiples et répétées. Et ça, c'est pas acceptable. Alors, est-ce que repousser la rentrée scolaire aurait réglé tout? Si ça dure, ça risque de durer. Donc, c'est le cas de le dire. Donc, on est aujourd'hui dans les incertitudes. Alors, on fait face parce qu'on a beaucoup de gens qui ne peuvent pas travailler, qui sont positifs, non seulement des professeurs, mais des fonctionnaires municipaux qui doivent être dans les écoles. Dans les centres de loisirs, c'est la même chose. Donc ça nous oblige à nous adapter en permanence. Et il y a un moment où le service public n'est plus maintenu. Et ça pose un problème. Et donc j'en appelle bien sûr à la compréhension des parents qui sont dans la même situation. Absolument. Parce que le télétravail, c'est pas la solution pour tout, surtout dans une municipalité où il faut être sur le terrain. Et donc, aujourd'hui, c'est le règne de l'incertitude et des difficultés au quotidien, je dirais même heure par heure. Et c'est là où c'est un défi magistral. Oui. Oui, alors là j'ai envie d'appuyer, ce sera rare, donc écoutez bien, mais j'ai envie de lancer peut-être un appel à la bienveillance. Je pense vraiment que l'éducation nationale ils font tout ce qu'ils peuvent pour essayer de comprendre cette situation. Ils naviguent à vue, donc là effectivement ils ont mis en place des mesures qui sont impraticables, mais je pense qu'il fallait attendre peut-être justement de s'en rendre vraiment compte sur le terrain pour pouvoir changer. Vraiment, il me semble que oui, mais là c'est une situation inédite à laquelle on n'a jamais été confronté. Non mais je suis désolé, on peut pas. Ils ont bien géré jusqu'à aujourd'hui. Il faut être honnête. Ils avaient laissé les écoles ouvertes, c'était très important. Mais là, on peut pas annoncer la veille de la rentrée des classes un protocole sanitaire. Parce qu'il a expliqué, Jean-Michel Blanquer, pourquoi est-ce qu'il a attendu la veille de la rentrée des classes. Il voulait être au plus près de la situation. On sait que ça change tous les jours. Donc il y a une bonne volonté. Après, oui, il y a un vrai problème, c'est impraticable. Il ne faut pas vous étonner d'avoir les professeurs qui s'énervent, d'avoir les parents qui comprennent rien, d'avoir les enfants. Ils s'adaptent, puisqu'ils ont directement changé quand ils se sont rendus compte que c'était pas possible. Ils ont immédiatement changé ces mesures. La diffusion du Covid, dans sa nouvelle formule et comme dans la sienne, ça remonte avant Noël. Donc il ne faut pas nous dire que bien sûr qu'ils s'adaptent. Mais quand on vient vous dire on cherche des remplaçants, on sait très bien que pour un remplaçant, pour le trouver, il faut 15 jours. C'est pas possible. Il n'y a pas de travail. Mais Jacques, c'est pas la première fois que, me semble-t-il, que l'éducation nationale, finalement, transmet à la fois aux maires, aux enseignants, le protocole quasiment 24 heures ou 48 heures avant. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé de manière constante. Oui, mais sauf que quand vous transmettez le protocole sanitaire 24 ou 48 heures en période scolaire, en période scolaire, c'est compréhensible. Là, on sort de vacances scolaires. On pouvait prévoir. Là, je vous dis, le système éducatif a explosé, c'est certain.
certain. Hein. Tout le monde va s'énerver, les classes vont exploser. Non, parce que justement, ils se sont adaptés, ils sont revenus sur les mesures qui avaient été prises et pour essayer de faciliter les choses. Je pense que à la fois, il y a les profs qui sont absents et à la fois, il y a des enfants qui vont plus à l'école. Donc, bien sûr, non, mais la situation est très difficile. Il y avait des directeurs, j'entendais une directrice d'école ce matin. Si on n'est pas tous un peu dans la surréaction hein, par rapport au variant Omicron. Ça, c'est un dessus. C'est un sujet de fond parce que c'est quand même celui qui détermine les politiques qui sont conduites par les gouvernements. Parce que, bon, quand même, juste un point, mais le variant, si on en croit les scientifiques, alors je sais que c'est parfois difficile de croire les scientifiques parce que le discours a tellement évolué depuis des mois et des mois. Ils sont pas tous d'accord entre eux. Globalement, ce que je comprends, c'est que ce variant n'est quand même pas dangereux, apparemment, qu'il est très contagieux, qu'il n'est pas dangereux. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quand même une forme de psychose aussi collective par rapport à cette situation? Vous avez raison, et prévu à 80% aujourd'hui, c'est quand même le variant à 80%. 527 enfants à l'hôpital, 82 en réanimation pour Covid. Moi, c'est les chiffres de ce matin. Voilà, c'est quand même des chiffres importants. Mais après, je ne suis pas médecin. Non, avec sans doute des comorbidités aussi. Et un mot sur, là aussi, la schizophrénie, pardon d'employer ce mot, de la Société française de pédiatrie, qui a quand même pendant des mois et des mois dit que ça servait à rien de vacciner les enfants et qui hier a fait un communiqué en disant la vaccination des enfants est encore trop faible, etc., etc. Donc effectivement, on nous a dit qu'il fallait... On pouvait vacciner les enfants. Je ne prends pas position pour tous ceux qui vont me dire ah là là c'est terrible, elle veut tuer nos enfants. Je ne donne pas mon avis. Elle protège ses réseaux. Je précise donc que la possibilité est offerte. Il y a des parents aujourd'hui qui veulent faire vacciner leurs enfants. J'en connais. Je précise que je n'ai pas d'enfant en âge d'être vacciné, donc ça ne me concerne pas. Mais il y a des parents qui veulent faire vacciner leurs enfants. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas de centre aujourd'hui suffisant pour vacciner des enfants. Et donc cette société française de pédiatrie qui a passé des mois à dire qu'il fallait pas vacciner les enfants, maintenant dit ah bah non, on les vaccine pas assez. Donc là aussi, c'est vrai que la navigation à vue le problème est avec extrêmement stressante. Le problème avec la parole scientifico-médicale depuis le début de cette crise, c'est pas qu'elle soit fluctuante. On peut comprendre qu'elle soit fluctuante parce qu'ils découvrent finalement quelque chose qu'on ne connaissait pas. Donc ça peut s'expliquer. C'est que le problème, chaque fois qu'ils prennent la parole, un certain nombre d'entre eux, ils sont affirmatifs par rapport à ce qui va se passer. Moi, je pense qu'il faudrait preuve quand même, en matière de communication scientifique ou sanitaire, de faire preuve un peu plus d'humilité et de doute, qui d'ailleurs quand même au principe de l'esprit scientifique qu'ils n'en font. Et ce qui explique parfois les incompréhensions qui existent entre une partie de l'opinion publique et les médecins. Mais il y a quand même un pouvoir mandarinal quand même qui s'exerce, il faut être clair, dans ce pays, qui finit par poser problème. Enfin, moi je trouve. Il faut reconnaître que la médecine est un art et non une certitude. Mais bien sûr, c'est pas une science. Voilà. Donc, voilà, il faut reconnaître les choses telles qu'elles sont. Ils peuvent se tromper, ils peuvent donner un mauvais diagnostic. Et il y a un autre effet qu'il faut prendre en compte. Un ami médecin me disait que les médecins, d'une manière générale, c'est la profession la moins confraternelle. Et donc, ils se tirent les bourres à longueur de temps. Il faut regarder. C'est pire. Oui et non. Oui, tu parles. C'est pire que les politiques. Oui, peut-être moins pire que dans les médias. Non, je plaisante. Il y a beaucoup de médecins en politique. Hein. Oui, enfin, il y a eu beaucoup de médecins en politique aussi. Absolument. On se retrouve dans un tout petit instant. On va passer au sujet Karcher. Valérie Pécresse, c'est elle tout à l'heure. Je me suis un petit peu. C'est vrai que les sondages sont pas hyper clairs. Il y a un sondage qui met Éric Zemmour à 16 à égalité avec Valérie Pécresse et Marine Le Pen. Mais c'est vrai que Valérie Pécresse reste néanmoins toujours un peu dans une dynamique ralentie, on va dire, et on va revenir sur ce Karcher. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi. Allez, on parle de Valérie Pécresse. Il faut ressortir le Karcher de la cave. C'est ces propos hier qui ont fait réagir. Alors on va parler du fond et de la forme. Olivier nous dit, je dois dire que ce Karcher était la pire des communications. C'est un cadeau à l'opposition qui ne se prive pas de rappeler l'échec de Sarkozy sur le nettoyage. Il nous dit, on espère qu'ils ont conservé la facture du Karcher pour le rembourser car il ne va pas servir mais être exposé dans la salle des fêtes de l'Élysée. Norbert nous dit la droite vend des promesses et ne les tient pas, la gauche vend de l'espoir et le brise. C'est Coluche qui disait ça. C'est de la bonne com ou pas, Arnaud Benedetti?
Clairement, je dirais, elle prend position sur un sujet où Emmanuel Macron est considéré comme faible, la question du régalien. Donc, ça parle à son électorat, ça c'est évident. Ensuite, il y a quand même une ambiguïté, c'est que le Karcher... si vous voulez, c'est une expression qui a profondément marqué la mémoire politique de ces dernières années, mais pour une partie de l'électorat de droite, c'est aussi tout ce que n'aurait pas fait, finalement, la droite quand elle était au pouvoir. C'est un peu les promesses non tenues. Donc, implicitement, et d'ailleurs Éric Zemmour ne s'est pas trompé, puisqu'il a dénoncé cela tout de suite, immédiatement, en disant, finalement, elle fait du Sarkozy, et elle ne fait que, je veux dire, rappeler ce qu'ils n'ont pas fait lorsqu'ils étaient au pouvoir. Donc, il y a aussi ce risque dans cette communication. Mais bon, la réalité, c'est que aussi, compte tenu du contexte qui est lié, finalement, où la crise sanitaire a repris un peu possession de l'ensemble de l'agenda politico-médiatique depuis quelques jours, elle essaye d'en sortir en faisant des déclarations de ce type. Donc, elle a peut-être raison sur le fond. Elle a certainement raison sur le fond, en tout cas. J'allais dire, il faut quand même, à un moment donné, que la campagne politique, la campagne électorale reprenne ses droits sur la crise sanitaire. Et donc, là-dessus, elle a raison. Et vous voyez dans la déclaration... Après, je ne sais pas quels seront les effets. La déclaration de Macron sur emmerder les non-vaccinés, une volonté aussi de se servir de la crise dans clairement, un but moi je électoral. pense, si vous voulez, moi je l'ai écrit, je l'ai dit, je pense que, si vous voulez, il se sert de la crise sanitaire comme d'un bouclier politique. Donc voilà, pendant qu'on parle de la crise sanitaire, on ne parle pas d'autre chose. Et en plus, bon, comme il bénéficie, à tort à mon sens, d'un quitus de l'opinion publique sur la gestion de sa crise sanitaire, il en profite. Voilà, mais bon... Mais je ne sais pas quel est l'effet que ça... Je ne suis pas du tout sûr de l'effet. Vous qui êtes LR, Jacques Miard. Oui, je suis LR et je vais aussi donner un coup de main à Valérie Pécresse. Pourquoi ? Parce que je pense que c'est la seule qui, au deuxième tour, est capable de battre Macron. Ensuite, je ne pense pas que du côté de notre droite bien musclée, là, il soit capable de battre Macron au deuxième tour, parce qu'il y aura un phénomène de plafond. Donc, le point positif, c'est qu'effectivement, il y a un problème régalien en termes de sécurité, qui n'est pas résolu par ce gouvernement et qui n'a pas jamais pris, je dirais, des mesures suffisamment fermes, tant sur le plan de la justice que sur le plan de la police, qui a été fortement malmenée, notamment le service de la police, par de nombreuses critiques. On a même vu un ministre de l'Intérieur aller manifester son soutien à la police alors qu'il en est directement, le patron et le responsable de l'impéritie. Ensuite, bien sûr, il y a ce fameux Karcher. Le problème, c'est qu'il ne suffit pas simplement de donner un coup de Karcher. Il faut qu'il y ait un suivi complet de policiers, justice, sanctions. Et donc, je crois que moi, je préférais de dire tolérance zéro en matière de délits, de crimes, etc. Donc, elle a raison de porter, Valérie Pécresse a raison de porter cette dimension régalienne de la sécurité, qui est notre première liberté, sur la place publique et dans la campagne. Et bien évidemment, Macron est très faible à ce titre. Il est même, je dirais, en faute. C'est aussi simple que ça. Alors ensuite, on va nous dire, mais il faut construire des places de prison. Vous savez, c'est très simple, il y a 15 000 étrangers dans nos places de prison. Moi, ils n'ont qu'à aller purger leur peine un peu chez eux, ce sera beaucoup plus efficace. Voilà. Donc, c'est une cohérence globale. Et il faut que cette question de la sécurité soit dans la campagne. Oui, mais Karcher, vous l'avez rappelé vous-même, c'est pas forcément le meilleur symbole. C'est marrant, justement. Gilles Boyer a ressorti la lettre qui avait été adressée à l'époque à Alain Juppé. D'ailleurs, il disait qu'il y avait eu erreur peut-être sur le dessinateur de la société qui se plaignait qu'on emploie leur nom et que ça leur porte préjudice. Oui, et justement, je trouve ça peut-être intéressant de rappeler dans quel contexte ce mot a été utilisé. C'était en 2005, Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur.
heure, il est parti à la Cité des 4000 parce qu'il y avait un jeune homme de 11 ans qui avait été tué. Et donc, il est parti voir la famille le lendemain. Et ses propos ont été tenus hors caméra. C'est-à-dire que c'est une journaliste du Monde qui était présente, qui les a ensuite retranscrits. Et peut-être qu'il n'aurait pas utilisé ce terme-là directement devant les caméras. A posteriori, il l'a assumé. Mais en tout cas, sur le coup, ça restait un terme qui était utilisé à huis clos. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, Valérie Pécresse, elle, finalement, elle l'assume totalement. Malheureusement, je pense une évolution quand même. Mais Karcher, ça renvoie à quelque chose de temporaire. À une politique de Sarkozy où il n'est pas allé au bout du processus. Absolument, c'est là où il y a une erreur. Et donc, il faut sur ce point précis, prendre les moyens de sa politique et être cohérent et déterminé. Non, mais voilà, Alex, vous le savez très bien aussi, c'est quand même un appel aussi à Sarkozy. Mais voilà, c'est ce qu'on appelle une manœuvre politique, la stratégie politique, tant sur l'homme Sarkozy, qui est ancien président de la République et qui est l'homme fort de la droite encore aujourd'hui, que sur son électorat. Enfin, on ne sait pas où elle se place, on ne sait pas ce que va faire Nicolas Sarkozy. Soutient aujourd'hui, enfin, si je ne m'abuse pas, il soutient Valérie Pécresse. On sait pas. On sait pas. J'ai pas vu de déclaration. Alors attendez, laissez Alex Armand finir. Très bon livre d'Olivier Beaumont, Chérie, j'ai rétréci la droite. Il est excellent ce livre. Lisez-le parce que honnêtement, Pécresse, c'était le pire qui pouvait arriver pour le président Sarkozy. C'était le pire parce qu'il ne sait pas ce qu'il va faire. Ça a été une de ses ministres. On sait qu'il la porte pas forcément dans son cœur et qu'il n'a pas forcément envie de voir quelqu'un derrière lui de la droite gagner l'élection présidentielle. Donc en vérité, c'est un appel au secours à Nicolas Sarkozy. On lui demande de s'engager dans la campagne, de soutenir Valérie Pécresse. Mais enfin, moi, je trouve que 15 ans après, c'est 15 ans ou 17 ans après, ressortir ce thème de Karcher, c'est être complètement à côté de ses points. Elle a besoin de se crédibiliser aux yeux d'une grande partie de l'électorat de droite, dont on dit qu'il s'est droitisé. Je ne sais pas s'il s'est droitisé, c'est peut-être aussi la réalité fait qu'aujourd'hui, en effet, la droite, naturellement, je veux dire, se positionne sur ces sujets-là. Donc, il faut quand même jamais oublier que son challenger principal au second tour du Congrès, ça a été M. Ciotti. Donc là-dessus, il faut aussi qu'elle arrive à se différencier d'Emmanuel Macron, parce que le procès qu'on fait finalement, on fait un double procès à Valérie Pécresse, une forme de procès d'insincérité, d'une certaine manière, par rapport à ces enjeux-là, et puis le procès d'être finalement assez peu différenciante par rapport à Emmanuel Macron. Donc elle va recourir dans la sémantique sarkozienne ou sarkozyste, qui parle en effet à une partie de l'électorat de droite. Voilà. Mais sauf que bon, ça fait un peu téléphoner, voilà, c'est tout. Mais bon, et elle va chercher... Juste un point, Valérie. Je pense que, moi, c'est le propos que je tiens à Valérie, elle doit exister par elle-même. Elle doit être crédible par elle-même. Inutile d'aller chercher des mannes. Donc, il faut qu'elle existe par elle-même et qu'elle ait un discours de sécurité qui soit le sien. Vous voyez ? C'est ça le problème, c'est qu'elle soit crédible par elle-même. Surtout qu'elle a un bilan. Elle a un bilan en Ile-de-France, ou alors pas forcément sur la sécurité, je sais pas, mais en tout cas elle a un bon bilan malgré tout ce qu'on veut penser, et qu'elle pourrait s'en servir. Moi je pense que la force de Valérie Pécresse, et c'est un angle d'attaque vis-à-vis d'Emmanuel Macron qui est essentiel, c'est que elle a une sobriété. Elle a une sobriété que n'a pas Emmanuel Macron, qui quand même, c'est le moins qu'on puisse dire, est parfois très arrogant, et on l'a encore vu cette semaine, dans son expression. Et ce pays, malgré tout, c'est un pays où l'hystérisation est très forte, où les divisions sont très fortes, où les fractures sont très fortes, et on a vraisemblablement besoin aujourd'hui de quelqu'un à la tête de l'État qui calme un peu le jeu. Et là-dessus, sur son style, alors je dis pas qu'on gagne une élection uniquement sur son style, mais on gagne parfois l'élection par défaut aussi. Elle peut en tout cas capitaliser. Et ça, c'est une force, à mon avis, chez elle. Bon, le problème, c'est qu'il lui manque peut-être un peu une dimension charismatique. Il me semble que ça ne lui suffira pas. Il faut qu'elle aille dans les réserves de voix à sa droite. Les réserves de voix, ça reste pour elle Marine Le Pen et Éric Zemmour. Et il faut qu'elle aille taper, entre guillemets, dans cet électorat-là. Donc, c'est évidemment, stratégiquement, c'est ce qu'il faut qu'elle fasse. La présidentielle ne sera pas gagnée au centre, contrairement à ce qu'on a cru pendant des années. C'est la stratégie Buisson de 2007. Quand vous voyez les sondages et le ticket d'entrée au second tour, 15-16, honnêtement, je pense que si elle fait dans la sobriété, elle a vraiment un coup à tenter. Voilà. Si elle fait du Pécresse et qu'elle fait pas du Sarkozy, qu'elle fait pas du Ciotti, elle a quelque chose à tenter. Là, le problème, c'est qu'elle sait pas ce qu'elle veut faire encore. Elle veut faire un mélange de tout le monde, mais ça passera pas. Ça passera pas. Voilà. Un mot sur Éric Zemmour. Il nous reste pas beaucoup de temps. 300 signatures pour le moment. Chaque fois, chaque présidentielle, c'est le même sujet. Une fois c'est Mélenchon, une fois c'est Le Pen. Ça pose la question quand même qui s'est posée de façon beaucoup plus importante cette année de modifier ce système. Non, mais alors là, la différence, c'est que les votes ne sont pas anonymes.
Oui, les votes des maires, les signatures, les parrainages. Ça. Mais alors ça, c'est la première fois que ça arrive, parce que c'est François Hollande. Ça, je suis d'accord que c'est peut-être un problème. Après, franchement, j'espère qu'il aura quand même ses signatures, Éric Zemmour, parce que s'il représente vraiment 10 à 15%, ça serait scandaleux qu'il n'ait pas ses signatures. Et j'y crois pas une seconde. On parlait de manœuvres politiques et de stratégie politique, c'est pareil pour des jeux et des manœuvres politiques. Il aura ses signatures, Éric Zemmour. Là, c'est juste la façon de faire parler de lui, de se mettre en avant, de dire voilà, on veut me faire taire, on veut me bâillonner. Enfin, moi, j'y crois pas une seconde, honnêtement. Oui, vous croyez pas? Oui, on voit aussi qu'on est encore dans un système de partis, c'est-à-dire que les partis sont encore très puissants. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, Éric Zemmour n'a pas encore ses signatures, alors que Hidalgo, qui est crédité à 3 ou 4%, elle les a, et même beaucoup plus. Donc oui, il faut réformer encore, je pense, cette façon de pouvoir se présenter aux élections. C'est de bonne guerre de crier, je dirais, je n'ai pas mes signatures, c'est un complot, etc. De ce côté-là, il n'y a rien de bien nouveau. On nous l'a déjà fait, je pense qu'il va les avoir. Parce que il y a toujours un certain nombre de gens qui se disent qu'effectivement, il faut qu'ils soient là. Alors, mais parce qu'il y a surtout un certain nombre de gens qui ont intérêt à ce qu'ils y soient. Ce qui est drôle aussi, c'est qu'effectivement, il se victimise, en tout cas son parti se victimise un petit peu en disant que il a du mal à avoir ses signatures. Je pense que c'est compliqué quand même. On voit quand même d'autre part. Non, je crois que c'est compliqué. J'en doute pas. Mais ce qui est intéressant, c'est de mettre côte à côte cette information-là et celle sur laquelle il a passé ses vacances aux Caraïbes. En maillot de bain, à se détendre. Je trouve que ces deux images mises les unes à côté des autres s'annulent. Vous savez, comme deux positifs qui s'annulent. Là, on se demande lequel est. Est-ce que Zemmour est en détresse parce qu'il attend ses signatures, ou est-ce qu'il est tranquillement en vacances en train de prendre le soleil et de siroter des mojitos sur la plage? Je ne sais pas. On avait cabossé pendant les fêtes. Georges Kuzmanovic nous disait que pendant les fêtes, c'était très compliqué. Noémie, vous êtes sensible au maillot de bain de M. Zemmour? Écoutez, pourquoi pas? Non. Apparemment pas. Merci à tous les quatre. Très bonne journée sur Sud Radio. Très bon week-end et on se retrouve lundi. Dans un instant, André Berkoff.